Alors, monsieur le ministre, 400 millions de francs CFA, vous l'avez dit, et puis il y a une base. Cela suppose que tous les médias sont d'office bénéficiaires et que la différence se fait sur les bonifications. Est-ce que c'est bien ça? Non, pas tous les médias, parce que je ne suis pas là dans les critères, mais je pense que cette année, je crois, il y avait 116 demandes de subvention, il y a 100 qui ont été accordées. Ouais. Je pense qu'il y a, après, il y a la régularité de l'apparition, par exemple. Il y a des journaux qui n'apparaissent que pour pouvoir avoir la subvention. On ne peut pas leur donner la subvention. Okay. Voilà. Donc, on vous dit, si vous êtes un trimestriel, il faut être paru un certain nombre de fois. Donc, ces éléments-là font qu'effectivement, il y a 16 entreprises qui n'ont pas pu participer parce que déjà, dans la régularité, elles n'étaient pas des entreprises de presse permanente. Ou bien ensuite, il y a le fait que certains ont postulé, mais il faut avoir travaillé pendant une année entière. Donc, si vous avez été créé en 2016, puisque la subvention est de 2016, vous n'aurez pas la subvention en 2017. Okay. Ce n'est que la subvention de 2018 à laquelle vous pourrez prétendre. Voilà un peu pourquoi certaines entreprises sont laissées sur le carreau. D'accord, il faut boucler l'année entière. On va passer à la question suivante, hein, c'est celle du PDG du groupe Horizon FM, en rapport justement avec la subvention. Monsieur le ministre, depuis que Horizon FM est là, elle n'a jamais perçu un rond la subvention étatique pour aider l'émancipation de ces radios. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre? Alors, monsieur le ministre, la question est claire. Bon, je sais pas si vous confirmez? Non, je ne peux pas confirmer ou infirmer parce que je n'ai pas le détail de la liste. Ce que je veux dire, c'est que déjà quand j'étais acteur de l'autre côté, je sais que Horizon a toujours des problèmes. Parce que d'abord, les télévisions constituent des entités morales différentes. Et donc, souvent, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais je crois que normalement, si Horizon FM remplit les conditions, il doit avoir la subvention. Parce qu'aujourd'hui, même la... Donc, ce n'est pas la tête du PDG qui pose problème. Donc, vous savez que le PDG, c'est... Personnellement, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Je pense qu'il fait partie des personnes qui ont le mérite d'avoir osé, d'avoir mis le train sur les rails et qu'il est extrêmement inventif. Après, je peux lui reprocher de ne pas toujours être tendre dans ses propos avec les uns et les autres, mais c'est sa nature. Il est extrêmement inventif, mais normalement, ce n'est pas la tête du client. Il n'y a pas de tête de client. Il y a des critères qui sont élaborés, qui sont mis en œuvre. Et si Horizon FM n'a pas eu cette année, ça m'étonnerait quand même. Mais ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont pas respecté un certain nombre d'éléments. En tout cas, les radios, normalement, par régularité, il n'y a pas de problème. Il faut avoir un certain nombre d'heures de diffusion, il faut respecter sa grille des programmes, tous ces éléments-là. Après, pour la presse écrite, il faut un certain nombre de parutions. Ça, c'est obligatoire. On vous donne une partie. Après, maintenant, selon que vous ayez déclaré vos emplois à la caisse, selon que vous soyez en règle avec le domaine de la fiscalité, en fait, vous avez des bonifications qui tombent. Et qui fait cet arbitrage-là? C'est un comité qui est fait dans lequel il y a des représentants de l'ACEP, la Société des éditeurs de presse, des représentants de l'UNALPHA, des représentants de l'association des éditeurs de presse privée, c'est la télévision, des représentants des médias en ligne. Vous savez que nous sommes arrivés en 2016 et nous avons dit que les médias en ligne doivent être inclus dans la subvention. Avant, ils n'étaient pas pris en compte. Aujourd'hui, quand on connaît le rôle que jouent ces médias en ligne-là dans l'information et dans la prise de parole des populations, il n'est pas normal qu'ils soient laissés pour compte. Donc, depuis 2016, ils sont pris en compte dans la subvention et donc ils participent au niveau donc, de ce comité En fait, la subvention est gérée par les acteurs sous la gestion, donc sous la coordination administrative du Fonds d'appui à la presse privée. Alors, monsieur le ministre, nous allons poursuivre dans cette émission en suivant encore d'autres réactions de citoyens que nous avons recueillies sur le terrain. À l'ISTIC en 2014, il n'y avait pas de financement pour vraiment relancer la formation professionnelle en information communication. Et justement, grâce à l'appui du gouvernement qui a voulu d'abord ériger l'ISTIC en établissement public de l'État, nous avons pu avoir notre premier financement en 2016. Et je vous assure que vous-même, vous l'avez vu, que depuis que nous avons eu cet appui-là, la formation est allée de qualité en qualité. Les journalistes même qui exercent le métier de langue nationale, c'est souvent difficile. Aujourd'hui, ils sont mis de côté, mais c'est quand on a besoin d'eux qu'on les fait sortir à la lumière pour les aider. Aujourd'hui, le président voyage sans des journalistes de langue nationale. Je trouve que ce n'est pas normal. La subvention est bien, c'est bien, mais je trouve que bon, s'ils pouvaient toujours en tout cas augmenter la cagnotte, ça allait nous aider. Sinon, c'est vraiment bien, puisque ça nous aide vraiment dans le fonctionnement de la radio. Il ne s'agit pas d'apporter une subvention à quelqu'un. Il ne suffit pas de lui donner un prêt.
Il suffit de lui donner tout simplement les moyens de ne pas dépendre de la subvention ou de ne pas dépendre du prêt que vous voulez lui donner. Tous les soutiens que le gouvernement octroie aux médias, nous, en tant qu'ouvriers, nous ne voyons pas tellement d'impact sur nous. Voilà, nous avons comme l'impression que c'est juste pour les patrons de presse, mais il n'y a pas de répercussions sur la vie des journalistes. Et je pense que tous ces fonds-là, il faut à un moment donné les subordonner à la mise en œuvre de la convention collective. Les difficultés majeures que nous rencontrons aujourd'hui, c'est d'abord les équipements. C'est vrai que depuis l'insurrection, après la casse de la RTB, nous avons reçu des dons des partenaires. Nous-mêmes, nous avons fait des acquisitions, mais ça reste en deçà des besoins. On remarque très souvent, il y a des séminaires, il y a des formations, il y a des rencontres au niveau de Ouagadougou ou de Bobo, et généralement, ce ne sont que les médias de ces deux villes-là qui sont conviés. On a l'impression que le gouvernement oublie ceux qui travaillent à l'intérieur du pays. Alors, s'il y a une doléance, c'est souvent avoir des formations au niveau des provinces. Peut-être de voir avec son collègue des finances, voir comment alléger les taxes qui pèsent beaucoup sur nous. Et aussi revoir un peu le système de... voir s'il y a la possibilité d'annuler ou de donner en tout cas une période aux médias pour qu'ils puissent commander leur matériel hors taxe. Voilà, Monsieur le ministre, beaucoup de réactions une fois de plus, qui s'apparentent surtout à des plaintes. Peut-être vous allez réagir peut-être à la question de la convention collective, parce que voilà le président de l'AJB qui estime que cette subvention profite surtout aux patrons de médias, mais que les véritables ouvriers ne sont délaissés pour compte. Je pense que la question de la convention collective, c'est une question qui est importante. En 2006, je pense, lorsque le processus a été finalisé, encore avec les différents acteurs, on avait dit, et je faisais partie donc de cette partie patrons de presse-là, qu'il était important que l'État accompagne les patrons de presse, les entreprises, pour que cette convention-là puisse être mise en œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le fonds d'appui à la presse privée a été créé, parce que ça devait permettre justement de faire monter les capacités des entreprises de presse. Il y a d'autres aspects qui étaient liés, notamment dont a parlé quelqu'un tout à l'heure, c'est la fiscalité spécifique. Mais vous savez que la question de la fiscalité aujourd'hui se pose dans un ensemble, parce que vous avez des secteurs qui sont des secteurs assez fragiles, comme par exemple le tourisme, l'hôtellerie, etc., qui demandent des fiscalités spécifiques. Et le gouvernement estime que sur ces questions-là, il est bien que nous ayons une lecture d'ensemble afin qu'on ne détricote pas au fur et à mesure. Donc il faut vraiment reposer les choses à plat. Je pense que quand une entreprise marche bien, forcément, les travailleurs en tirent les profits. Et je crois aujourd'hui, et ça se voit dans nos médias, que plus un journaliste est performant, si vous ne le payez pas au juste prix, il part ailleurs. Donc je crois que de petit à petit, le journaliste retrouve sa capacité à discuter avec les acteurs qui sont en face de lui. Parce que d'une façon simple, la convention qui est discutée en 2006, lorsqu'on regarde ce qui a été acquis par les travailleurs du secteur public, ça veut dire que cette convention-là, elle est totalement dépassée aujourd'hui pour le privé. Mais vous savez aujourd'hui aussi que si vous voulez prendre un journaliste qui a fait Bac plus 3 ou Bac plus 4, si vous lui proposez moins que ce qu'on propose de façon simple autour de 150 200 000 francs, il ne va pas venir travailler avec vous. Parce qu'il estime qu'il vaut plus que ça. Mais il y a certains qui sont obligés, faute d'emploi, parce que bon... Non, il n'y a pas faute d'emploi. Je pense qu'il n'y a pas faute d'emploi. Vous savez, des entreprises qui sont... Il y a des entreprises notamment qui refusent d'embaucher des journalistes. Il y a... Vous savez, parmi les critères dont on a parlé, il faut avoir déclaré un certain nombre d'acteurs. Il y a des médias aujourd'hui qui fonctionnent avec 2 personnes déclarées à la caisse. Le propriétaire et puis sa secrétaire. Les journalistes ne sont pas déclarés. Les rédactions où, notamment dans certaines radios, pas à Ouagadougou, mais de plus en plus dans nos provinces, il n'y a même pas de journaliste professionnel. Alors qu'on dit une rédaction, c'est au moins un journaliste professionnel. Donc, il y a un vrai problème aussi d'acceptation du fait que ce n'est pas n'importe quel boulot. Ce n'est pas parce que j'ai échoué à toute chose que je vais devenir journaliste. Non.
Je peux être médecin et avoir cette passion pour le métier et devenir journaliste. Je peux être avocat, avoir cette passion. Mais ce n'est pas parce que je me suis assis un matin et dit, bon, où je peux aller travailler aujourd'hui? Bon, je vais aller dans une rédaction et je vais le faire. Et ça pose la question des journalistes en langue nationale. Nous en parlons de plus en plus. Le journaliste en langue nationale est un journaliste qui doit être formé comme tout autre journaliste et qui s'exprime dans nos langues nationales. Ce n'est pas un journaliste au rabais. Parce que c'est un enjeu. C'est pas juste qu'on comprend la langue? Non, c'est pas juste qu'on comprend la langue. Parce qu'il y a le traitement de l'information que ça pose. Vous savez, y compris dans la langue, il faut bien faire de façon pratique. Il va falloir que vous fassiez un chapeau, fassiez votre lancement. Et même, il faut qu'il apprenne ça. Que ça soit en Mouré, en Fulfulde, en Gourmandchema ou en Marca, il faut bien à un moment donné qu'il dise quelque chose qui corresponde au travail. Et qu'il le fasse dans le respect des principes du travail journalistique. Et donc, je crois que le débat que nous avons aujourd'hui, et nous en parlons déjà avec notamment l'ISTIC, avec les directeurs des organes de presse, c'est qu'en langue nationale, il faut forcément que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons travaillé pour ouvrir une filière communication à l'ISTIC. Elle est opérationnelle depuis cette rentrée-là. Nous sommes en train de regarder comment justement nous allons travailler pour qu'au niveau de l'ISTIC, nous ayons des formations spécifiques de journalistes, mais qui se destinent à la langue nationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème. Même la question de la transcription de la langue, la connaissance des mots, des termes appropriés, nécessite qu'on ait un minimum de bagage intellectuel. Nous avons eu la chance d'avoir des personnes extrêmement douées dans nos radios rurales avant. Aujourd'hui, le traitement de l'information, ce n'est pas que de l'animation. Et ça nécessite aujourd'hui des capacités totalement différentes. Alors, monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas prêcher ma chapelle. La directrice générale de la RTB, elle a évoqué la question de l'équipement. Après donc le saccage de la RTB, c'est vrai que beaucoup a été fait, disait la directrice générale, mais il y a encore beaucoup. La télé coûte cher. Absolument. Absolument. Et vous savez, moi je suis arrivé en tant que ministre, ça fait quelques mois, je me bats pour qu'on change ce studio-là. Rien que ça. C'est un vrai problème. Parce que parfois aussi, les financiers ne comprennent pas tous les enjeux qu'il y a derrière. Vous savez, on a mis les frais de production. Mais pour avoir les frais de production, il a fallu qu'on bataille ferme, à la fois, et grâce à l'écoute de Minefit, Mme Soli Koulibaly, on a pu comprendre les choses, on a pu faire passer. Et il a fallu que chacun de nous fasse des concessions de part en part. Parce que pour les gens, les frais de production, alors qu'il n'y a pas de frais de production, il n'y a pas de création. On parle de la TNT ce n'est juste que la structure technique. La bagarre qui va se faire, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur du contenu. Donc pour revenir à votre préoccupation, moi je pense qu'avec le passage à la société d'État, tôt ou tard, il va falloir que l'État fasse un choix. C'est de mettre le matériel à niveau. Sinon, on ne peut pas lancer ces télévisions comme ça dans un monde qui va être extrêmement difficile pour eux. Les téléspectateurs sur les réseaux sociaux comparent par exemple le plateau du journal de la RTB au plateau de la RTI. Oui, bon, c'est vrai, mais je pense aussi que c'est une volonté collective. Je crois que cette fois-ci, nous sommes enfin arrivés à mobiliser à peu près 400 millions de francs CFA avec l'accompagnement, donc, encore une fois. Parce que la question se pose, c'est quoi? Vous voulez faire un décor comme ça, vous allez faire un appel à candidature, et vous allez avoir des locaux qui vont venir, mais l'expertise, là, c'est un domaine précieux. Donc, il faut trouver des personnes à l'extérieur qui viennent apporter leur savoir. Et souvent, les techniciens disent, oui, mais pourquoi c'est une entente? Parce que, non, on peut trouver des gens ici. Oui, mais si on va trouver des décors ici. Donc, je pense qu'on est en train de sortir de ça. Ça va se passer. Et il y a d'autres aspects. Le gouvernement, lui, s'est engagé à accompagner notamment dans ce qui concerne la couverture avec les émetteurs. Nous avons un programme relativement vaste qui est mis en œuvre par rapport à cela. Et je pense que si on analyse, je pourrais préciser plus ou moins les lieux qui ont été couverts. Sur ce point-là, vous savez que lorsque nous sommes arrivés, le Premier ministre, en 2016, a fait un arbitrage très serré. Et il y a deux choses qu'il a consenties pour le ministère de la Communication. C'était la numérisation de la télévision pour pouvoir aller à la TNT, et c'était l'acquisition d'émetteurs pour pouvoir couvrir les zones noires, les poches noires où on n'a pas notamment la radio et sur laquelle nous sommes en train de travailler. Alors, monsieur le ministre, on a parlé de la convention collective qui finalement se retrouve dans les tiroirs depuis sa signature en 2009. Non, elle n'est pas dans les tiroirs. Elle est censée être appliquée une année après sa mise en œuvre. Oui. Je pense que les acteurs sont d'accord. On a l'impression que son application n'est pas un impératif pour les patrons de presse parce qu'il y en a qui choisissent délibérément de le faire. Il y en a d'autres qui ne le font pas et qui ne sont pas sanctionnés. Bon. Je ne vais pas m'ériger en gendarme dans ce coin-là. Vous avez été également patron de presse, monsieur le ministre. Mais en fait, la question que je voudrais poser, c'est que, à côté, justement... Ce que je veux dire, en tant que patron de presse, j'ai toujours respecté la convention collective. Mais aujourd'hui, vous êtes ministre. Est-ce que vous avez un moyen de pression pour que les uns et les autres respectent justement cette convention collective? Parce que c'est une loi tout compte fait. Oui, non, je pense que là-dessus, nous avons demandé donc à
d'acteurs notamment qui a travaillé dessus, de nous faire une étude pour nous dire où on en est dans la mise en œuvre. L'étude va être rendue donc d'ici la fin de l'année, début janvier. En ce moment-là, nous pourrons donc remettre les acteurs autour de la table, leur dire voilà ce que le gouvernement a fait comme concession. Vous avez le fonds de la presse privée, vous avez donc un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, faites l'effort de faire remonter le niveau. Bon, c'est vrai qu'ils vont poser en face la question de la fiscalité, la question des avantages. Mais vous savez, comme disait quelqu'un tout à l'heure, depuis 2009, chaque année, il y avait une détaxe, une exonération au matériel. Et très peu d'entreprises ont fait rentrer du matériel. Parce que parfois, ce n'est pas dans leur priorité. Voilà. Et donc, ces éléments-là, ils vont revenir sur la table. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, chacun doit être capable de dire il y a cette concession qui est faite, avançons un tout petit peu. Mais je pense notamment que la majorité des entreprises de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, quand même, sont au moins à la convention collective, sinon l'ont dépassé. Le problème se pose essentiellement dans les médias, dans les zones rurales, parce qu'aussi un média, c'est quand même aussi le marché qui soutient, c'est la réalité financière de l'espace, et là, ça pose un certain nombre de problèmes, parce qu'on a besoin de cette communication-là dans les zones rurales, et on a besoin aussi de garantir aux gens qui y travaillent un minimum de bien-être. Alors, Monsieur le ministre, on va avancer avec une autre question d'un citoyen dans cette rubrique. À quand le début effectif des prestations du Fonds d'appui à la presse privée? Oui, c'est une question, je ne peux pas répondre, pour la simple raison que j'explique le processus. Le fonds a été créé en 2015, il a été, le budget 2016, il a mis 700 millions de francs CFA. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous sommes dans une situation où le fonds était dans l'incapacité de faire ces prêts-là parce que ce n'était pas dans sa nature. Je pense que les techniciens disent que c'est un fonds national, il fallait que ce soit un fonds national d'investissement. Nous avons, dans notre bonne volonté, pris le dossier à bras-le-corps et introduit en avril 2016, je crois, en avril 2017, un décret modificatif. Et on nous a tapé sur les doigts parce que tout ce qui est fonds revient du domaine de Minefit. Donc on a repris les études, le ministère des Finances est là-dessus. Et aujourd'hui, donc, nous attendons donc l'approbation du ministère des Finances pour faire ce basculement-là. Donc, on sollicite vraiment l'accompagnement du ministère parce que je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'une question économique. Il s'agit également d'une question politique et d'un engagement ferme. Vous savez, aujourd'hui encore, j'ai été avec les responsables des journaux en langue nationale qui me disaient « Notre fonds, ça vient quand ?» Je dis « On est là-dessus. » Il dit « Ah, ça fait 15 années de lutte, vous êtes en train de mettre en retard comme ça. » Donc, c'est un vrai problème. Et le ministre que je suis est tellement sensible parce que j'y ai été acteur pendant des années pour que ce fonds se mette en place. Je sais comment la presse privée en a besoin. Mais de l'autre côté aussi, vous avez les exigences de la gestion de nos finances publiques qui veillent que les choses soient faites dans les règles. Et cette mutation-là, j'espère qu'elle se fera le plus tôt possible au bénéfice de l'ensemble des médias privés nationaux. Alors on progresse encore avec une autre question. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir quand est-ce et nous, la population de la commune de Sendou, aura la RTB et à Sendou, et puis les autres presses publiques comme privées. Alors, Monsieur le ministre, je pense que la question est posée par le premier adjoint au maire de Sendou, mais c'est valable pour beaucoup d'autres zones. Alors, cette question de la couverture, je pense que dans le document introductif, votre collègue a bien posé la problématique. On a des vrais problèmes pour la télévision et la radio. En réalité, lorsqu'on dit la couverture est satellitaire à 100%, il faut bien comprendre que pour pouvoir capter ça, soit vous payez une antenne, des grandes antennes paraboliques classiques, là où soit vous êtes abonné à Canal+. Sinon, c'est compliqué. Alors que la télévision doit être accessible à tout le monde. La TNT, c'est la solution pour l'accessibilité de la télévision. On en a parlé, c'est 35 sites. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 20 sites qui sont opérationnels. Fin décembre, il y a 9 autres sites qui vont être livrés. Et lorsque le programme était de 30, on s'est rendu compte qu'il y aura nécessité de 5 autres lieux. Et ces 5 autres lieux-là seront faits pour janvier. Donc, à mon humble avis, la question de la couverture nationale pour la télévision, c'est une question qui est définitivement réglée. Maintenant, le processus de mise en œuvre est en cours, parce qu'il faut déjà que les gens acquièrent les équipements, notamment les antennes râteaux et les téléviseurs, s'ils sont intégrés TNT, ou les décodeurs s'ils ne sont pas intégrés TNT au niveau des téléviseurs. Pour la radio, le processus est un peu plus long. Je voudrais vous faire le cas, par exemple, qu'en 2016, nous avons acquis 7 émetteurs radio pour la radio nationale. C'était à Orodara, à Gawa, à Diapaga, à Boulsa, à Kompienga, à Léo et à Waiguya. Pour 2018, il y a
19 émetteurs prévus pour être installés. Il y a 7 outils de la radio nationale, Arbinda, Dano, Batié, Gaïri, Kongoussi, Machakwale et Nyangologo. Et puis vous savez qu'on a lancé la radio rurale dans l'idée justement d'être plus proche des populations, à la fois dans les sujets qui sont traités et dans les langues avec lesquelles on leur parle. Et à ce niveau-là, donc, il y a Dori, Tenkodogo, Bobo, Gawa, Koudougou, Fada, Djibo, Seba, Po, Diapaga, Boulsa et Koudougou qui seront mises en œuvre. Donc l'année prochaine, il y a d'autres également qui seront. Donc je crois que petit à petit, l'ensemble du territoire sera couvert. Je pense que le dernier émetteur qu'on doit mettre, les 2 derniers, ça va être en 2019 à Warkoy et puis à Toman. C'est les 2 derniers qu'on mettra en 2019. Et là, le maillage du territoire sera entièrement finalisé. Donc nous en avons 19 pour cette année. Nous en avons 15 pour l'année 2018 et il va rester 2. Ça correspond aussi aux capacités de la radio nationale à acquérir. Ça correspond aussi à l'effort que le gouvernement a fait en 2016 en planifiant donc l'acquisition de ces émetteurs-là. Alors, vos espoirs se reposent évidemment sur la TNT lorsqu'on parle de la couverture télévisuelle du territoire national. Aujourd'hui, on a constaté que la date a été repoussée progressivement. Est-ce qu'il y a une nouvelle date pour la TNT, le lancement officiel, monsieur le ministre? Alors, avec le Premier ministre, nous sommes en train de voir si dans une date que nous voulons arrêter. Moi, j'ai proposé au Premier ministre le 30, mais il y a beaucoup d'activités le 30. J'ai proposé le 30 2, novembre. 30 novembre. Il y a beaucoup d'activités aussi le 2. Donc, PM va trouver, donc, son Excellence va trouver le bon moment pour nous faire passer ce lancement-là. Ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on comprenne bien le problème. La TNT, c'est une infrastructure. Une fois que nous aurons mis la TNT en lancement officiel, parce que les 20 sites sont fonctionnels, les populations vont acquérir le matériel, vont se mettre aux normes. Et nous allons avoir ce qu'ils appellent le simulcast, c'est-à-dire la diffusion normalement en numérique et en analogique pendant au moins 6 mois. C'est une fois ce simulcast-là achevé que nous aurons l'injection de signal analogique. Donc, c'est un processus qui va prendre du temps. L'essentiel, c'est que nous ayons aujourd'hui finalisé le matériel, la structure est en place, et que les Burkinabés disent, on peut commencer. Alors, ceux de Dougou qui ont des problèmes pour capter la télévision nationale, s'ils me suivent, la question est définitivement réglée. Parce qu'il suffit juste d'avoir son émetteur RATO, de pouvoir avoir le décodeur si nécessaire, et puis les choses se mettront en place. C'est pareil pour Dori, c'est pareil pour la vingtaine de sites pour lesquels nous avons travaillé. Il y a eu du retard, j'aimerais préciser la chose, pour différentes raisons. Premièrement, vous savez que c'est un pool bancaire qui nous a accompagnés et à un moment donné, il y a eu des discussions parce que le pool demandait même de défiscaliser un certain nombre d'intérêts, ce que le gouvernement a refusé. Ensuite, ils ont accepté. Après, même au niveau de la douane, bien qu'il y ait des taxes, ça a mis du temps. Donc, on a perdu 3 mois, 4 mois dans ce flottement-là. Et vous savez, ce n'est pas des appareils qu'on paye. Les émetteurs sont achetés, commandés, avec une puissance, les panneaux des antennes sont commandés également, de telle sorte que, notamment dans les zones frontalières, on puisse avoir une disposition qui empêche de rayonner, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Togo ou au Niger, mais en s'assurant un rayonnement suffisant pour que toutes les populations aux alentours puissent l'avoir. Donc ce n'est pas des acquisitions qu'on fait sur place, c'est des choses qu'on commande, qu'on fabrique, qu'on envoie. D'où le retard qu'on a constaté. On avait prévu le 30 septembre et aujourd'hui on a été obligé de décaler en raison justement de ces 3-4 mois-là, de 2-3 mois. Mais aujourd'hui je crois que honnêtement 70% du territoire sont déjà couverts par la TNT. Il suffit juste de dire on a lancé, aller payer le matériel ou regarder sur vos téléviseurs. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que normalement les téléviseurs qui sont importés depuis 2013 au Burkina doivent avoir des décodeurs intégrés. Donc normalement vous n'avez même pas besoin de payer les décodeurs. Il suffit juste de payer l'antenne RATO et puis de faire la programmation et vous avez vos chaînes. Il y en a actuellement 12 dans le multiplex. Ok, monsieur le ministre, une autre question parce qu'on est un peu pris par le temps. Monsieur le ministre, où en sommes-nous avec le passage de l'EPE à Société d'État pour ce qui est des médias d'État au Burkina Faso? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour vraiment qu'il n'y ait plus de couac, entre guillemets, comme on aime le dire, qu'il n'y ait plus de couac entre les journalistes reporters et les agents de sécurité sur le terrain? Deux questions, monsieur le ministre. Où est-ce qu'on en est exactement avec le processus de passage à la Société d'État? Vous savez qu'il y a un protocole d'accord qui a été signé. Et le protocole d'accord prévoyait donc que nous puissions le faire, je pense, que les études soient rendues fin premier semestre 2017. Malheureusement, pour différentes raisons, notamment les procédures de passation de marché, etc., ces éléments l'ont entraîné.
Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, pour être précis, le cabinet a été choisi et il a été notifié en ce qui concerne la RTB le 25 octobre. Donc, ils ont 2 mois pour faire l'étude. Pour ce qui est de Sidoya, la notification de résultats a été faite au cabinet le 13 novembre. Donc, ils ont 2 mois pour faire. Ce qui est intéressant, c'est que les acteurs du monde des journalistes, notamment les syndicats, ont été présents, ont été associés aux négociations, ont défini des thèmes de référence, et c'est par rapport à ces thèmes de référence que le cabinet va travailler. Donc il ne s'agit pas de dire on va repousser, on ne va pas aller, on dit juste voilà les conditions pour aller à la société d'État, comment elle doit se mettre en œuvre. Ce n'est plus dire on ne va pas y aller, c'est comment on va faire pour y aller, parce que ça pose un certain nombre de problèmes sur lesquels j'aimerais qu'on en a parlé tout de suite, c'est l'acquisition du matériel, la mise à niveau des capacités de production. Ensuite, il y a même la culture d'entreprise au niveau des médias de service public. Vous savez que vous êtes dans un espace qui va être extrêmement concurrentiel. Je dis tout le temps, la RTB et Sidoya ont 2 avantages. Un, c'est la formation du personnel, mais ça de plus en plus, les écoles privées forment des journalistes compétents, donc ils sont en train de perdre cette formation-là. Et 2, c'est le territoire, la couverture nationale. Et si on perd la couverture nationale, il va falloir qu'on gagne en termes de contenu, en termes de capacité à prendre en compte les réalités des gens. Et ça, c'est un autre défi. Donc, comment on fait pour passer à cette mutation-là? Il y a un 3e aspect, c'est la question du personnel. Vous avez à peu près 800 personnes qui vont dans une société d'État. Comment on fait pour optimiser ce personnel-là? Accepter de le redéployer, accepter de le former, de le faire changer de métier pour pouvoir le rendre opérationnel et en tirer profit, parce que c'est des capacités qui sont là qu'on ne doit pas perdre ou laisser se desservir pour l'ensemble du monde. L'autre aspect qui était abordé, c'est la question du travail entre journalistes et forces de l'ordre. Ouais. Je pense que ça, honnêtement, on ne va pas insister là-dessus. Je pense que chacun, comme dit le professeur Balima, je l'ai écouté la dernière fois, chacun est dans son rôle. Hein? Le journaliste veut avoir l'information, les forces de sécurité veulent assurer la sécurité. À nous de trouver le juste milieu avec un élément simple, le respect de l'autre. Parce que parfois aussi, il faut reconnaître que nous, journalistes, nous avons un regard un peu trop suffisant par rapport à ceux qui sont sur le terrain. La collecte de l'information ne justifie pas tout. De l'autre côté aussi, d'ailleurs le président du FASO l'a très bien rappelé lorsqu'il y a eu l'incident de Kaya, la sécurité ne justifie pas tout. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu, et ça je pense que c'est des attitudes de personnes, et de faire tomber un peu le mur de quiproquo et de présomption, de culpabilité en guillemets, que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Ça pose également une question de sécurité des journalistes sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'insécurité avec les attaques que l'on a connues. Est-ce que ce n'est pas une préoccupation à votre niveau quand les journalistes vont comme ça sur le terrain sans être protégés? Mais quand un enseignant va sur le terrain pour enseigner, comment il fait? Quand un travailleur de Djibo se lève pour aller sans protection, comment il fait? On fait notre boulot. Il est peut-être un peu plus risqué que les autres, mais on le fait. Les journalistes qui vont sur les terrains de bataille, ils savent ce que ça coûte. J'ai un de mes petits frères, pour ne pas le nommer, Saraf Koulibaly, qui m'a dit la dernière fois, monsieur le ministre, j'ai envie de faire un papier à Djibo. Je dis, je ne veux pas attendre que ce soit les médias étrangers qui y vont, je vais y aller. Je dis, bon, fais attention. Il dit, oui, mais bon. Je dis, fais attention. Après tout, la première chose, c'est notre vie qui est en jeu. Et je pense que toute notre action doit s'articuler autour de ça, ne pas nous mettre en danger. Après, il ne peut pas y avoir d'éléments spécifiques. On peut discuter avec les forces armées, mais même quand on discute avec elles, parfois ça ne nous arrange pas pour nos reportages. Parce que ça ne nous donne pas le contenu qu'on veut, les éléments sont biaisés, etc. Donc, mais c'est vrai, c'est une situation d'insécurité sur laquelle le gouvernement travaille et qui touche tous les Burkinabés, y compris ceux qui sont à Ouagadougou, plus ceux qui sont dans les zones frontalières. Mais bon, ceux qui sont tombés au Cappuccino ou au Istanbul, ils n'étaient pas venus là-bas en particulier. Ça aurait pu être des journalistes comme toute autre personne. Donc je crois que c'est une question d'ensemble sur laquelle il faut avoir des bons réflexes. Et j'apprécie notamment cette communication que fait la gendarmerie et la police nationale à travers les réseaux sociaux, où ils donnent aux gens les bons réflexes à avoir. Les bons réflexes à avoir, parce que c'est ce qui va nous sauver. Il faut qu'on cultive ces réflexes-là, il faut qu'on ait cette façon de se comporter qui soit d'abord, qui fasse de nous chacun, individuellement, les premiers acteurs de notre sécurité collective. Alors, Monsieur le ministre, une toute dernière question dans cette rubrique avant de passer à la deuxième. Est-ce que Rémy Danjounou se sent-il journaliste ou bien il est ministre tout court? La question, parce que c'est vraiment un grand écart, Monsieur le ministre. Avant d'arriver au gouvernement, vous étiez connu
quand même pour distribuer des cartons rouges. Alors aujourd'hui, est-ce que le grand écart n'est pas difficile à tenir? Non, il n'y a pas de grand écart. Je suis ministre de la Communication, des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Je ne vois pas où il y a un grand écart. À partir du moment où je travaille pour communiquer, pour travailler sur le domaine communicationnel, à partir du moment où je suis membre d'un gouvernement, il n'y a pas de grand écart. J'ai la chance d'avoir des réflexes de journaliste à certains moments, mais je ne traite plus l'information de la même façon. Et je ne veux pas d'ailleurs que cette façon de journaliste-là m'empêche de travailler pour la communication gouvernementale. Parce qu'en ce moment, moi, je dois mettre en valeur ce que mon gouvernement fait. Et vous voulez les trains qui arrivent à l'État, moi je veux montrer les trains qui arrivent à l'heure. Donc voilà.